Vous faisiez quoi le 15 mai 2005 vers 21h? Je m'en souviens bien, c'était un dimanche et j'ai assisté à un match de tennis entre la championne américaine Venus Williams et la meilleure espoir turque İpek Şenoglu. C'était un match un peu spécial puisqu'il s'agissait d'une opération de promotion qui n'a duré que 5 minutes et surtout qui s'est déroulée sur 2 continents en même temps, en Europe et en Asie. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais je vous donne le truc, le match s'est joué sur le pont du Bosphore à Istanbul, qui relie la partie européenne de la Turquie à son autre partie située sur le continent asiatique. Je n'ai pas choisi l'anecdote par hasard. Ce pont devenu emblématique n'est pas seulement un exploit d'ingénierie. C'est aussi un puissant symbole de l'identité unique de la Turquie, un pays à cheval entre 2 mondes et 2 continents, et le Bosphore ou les Dardanelles au sud-ouest sont des curiosités géographiques qui ont fait de lui un carrefour entre les civilisations orientales et occidentales pendant des millénaires. Mais ce statut a aussi des revers. Membre de l'OTAN depuis 1952, mais rejeté par l'Union depuis 20 ans, la Turquie n'est pas européenne, mais elle n'est pas asiatique non plus, enfin du moins pas encore. Et justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que, fatiguée de frapper à la porte de l'Europe et de rester sur le seuil depuis des années, empêtrée dans la crise économique et sociale, Ankara semble rebrousser chemin. Elle se tourne maintenant vers l'Est, vers l'Organisation de coopération de Shanghai, menée par la Chine, et surtout vers les BRICS+. C'est officiel, elle a déposé son dossier pour obtenir sa carte de membre du club des puissances émergentes, dont le prochain sommet se tiendra en Russie du 22 au 24 octobre prochain. La nouvelle n'étonne personne, mais en revanche, elle soulève pas mal de questions et suscite aussi un peu d'angoisse du côté occidental, qui voit les relations avec la Turquie se dégrader jour après jour depuis le coup d'État contre le gouvernement Erdogan de 2016. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les motivations de ce rapprochement. Nous essaierons de savoir si la Turquie a définitivement abandonné ses aspirations européennes et comment une adhésion aux organisations dirigées par une coalition sino-russe pourrait affecter ses relations déjà tendues avec l'OTAN. Mais avant de commencer, on a déjà un cadeau exceptionnel pour vous. Comme vous le savez, le marché de l'or est en pleine effervescence avec des records historiques battus récemment. Et devinez quoi? Notre partenaire XTB a préparé un e-book exclusif de 20 pages sur l'or, rien que pour vous. Ce guide ultra complet dévoile des stratégies d'investissement inédites et des prévisions explosives pour le reste de l'année 2024. Alors, si vous voulez avoir une longueur d'avance, téléchargez ce rapport qui vous est offert gratuitement aujourd'hui. Rendez-vous en description pour ne pas laisser passer cette opportunité. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore XTB, allez découvrir leur plateforme. C'est le seul compte titre avec 0% de commission sur l'achat et la vente d'actions et d'ETF. Bienvenue à tous sur Money Radar. La Turquie serait-elle en train d'abandonner ses engagements envers les valeurs de l'Occident? Ces demandes appuyées pour rejoindre les 2 alliances internationales les plus puissantes d'Asie ont jeté un froid sur la diplomatie mondiale. Car la Turquie est un pays au statut très particulier sur l'échiquier du monde. Pour l'Occident, c'est une sorte de vigie historique postée à la porte de l'Europe. À cheval sur 2 continents, elle assure en quelque sorte un rôle de gardien et elle s'efforce de conserver une attitude neutre pour maintenir de bonnes relations et s'intégrer au mieux des 2 côtés. Bon. Ça, c'est pour le discours, parce que dans les faits, Ankara a pendant longtemps montré sa volonté de rejoindre l'Europe. Avant 1939, sous l'impulsion de son leader Mustafa Kemal Atatürk, la jeune Turquie héritière de l'Empire ottoman cherche déjà à moderniser et à occidentaliser ses institutions pour se rapprocher de l'Europe. Elle s'efforce toujours de maintenir sa neutralité, mais elle ne pourra pas éviter de s'impliquer à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Elle déclare à son tour la guerre à l'Allemagne et au Japon, mais sans participer militairement. Après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de pays en Europe, elle cherche avant tout à se protéger contre les ambitions expansionnistes de l'Union soviétique. C'est ce qui motive son adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1952, aux côtés des États-Unis, un événement qui marque un tournant majeur dans sa politique extérieure. Ce partenariat militaire avec l'Occident permet à la Turquie de moderniser ses propres forces armées et de consolider sa position stratégique à la croisée de l'Europe et du Moyen-Orient. Pendant la guerre froide, son territoire, comme celui de la Grèce, constitue un rempart entre l'Europe et le monde communiste et permet de nourrir l'espoir de rejoindre l'Union. Pour ça, elle entame les démarches dès les années 1960 avec l'accord d'Ankara, une union douanière et commerciale progressive qui vise à la préparer à son intégration à la CEE. Et en 1987, elle se décide enfin à faire sa demande. Elle dépose un dossier auprès de Bruxelles pour obtenir le statut officiel de membre de l'Union européenne. Seulement, on le sait aujourd'hui, les négociations n'aboutiront jamais. Depuis 1987, les relations entre Bruxelles et Ankara ont été marquées par des périodes de progrès suivies d'autant d'échecs. L'Union est devenue le premier partenaire commercial de la Turquie et les réformes économiques et démocratiques engagées dans le pays ont été saluées. Mais des questions fondamentales, comme le respect des droits de l'homme ou des valeurs démocratiques, ont entraîné pas mal de réticences de la part de certains États membres et bloqué le processus.
Le coup d'État manqué de juillet 2016 est un premier point de rupture dans les relations tendues entre la Turquie et l'Occident, et il y en aura d'autres. Le président Erdogan, soutenu par ses partisans jusque dans les rues, accuse les alliés occidentaux, notamment les États-Unis, de ne pas avoir suffisamment soutenu son gouvernement pendant la tentative de putsch. La méfiance est montée encore d'un cran avec la répression qui a suivi, jugée excessive par de nombreux pays européens. Pour Bruxelles, le régime d'Erdogan se montre de plus en plus autoritaire. Il s'est trop éloigné des valeurs prônées par les pays de l'Union, mais je vous le disais, ce n'est pas le seul sujet qui fâche. Dans les couloirs du Parlement européen, on lui reproche le recul démocratique qui touche le pays depuis la tentative de putsch et on l'accuse de vouloir restaurer l'empire déchu quand Ankara s'ingère avec l'aide de la Russie dans les affaires syriennes ou libyennes ou dans celles des pays du printemps arabe en espérant exporter son modèle et gagner des soutiens. C'est ce que l'on appelle désormais les ambitions néo-ottomanes d'Erdogan. L'autre gros motif de brouille, c'est Chypre. Le petit paradis fiscal est un peu à l'Europe ce que Taïwan est à la Chine. Officiellement reconnu comme grec, et donc membre à part entière par l'Union depuis 2004, la Turquie, de son côté, la revendique comme la République turque Chypre du Nord et n'en démord pas. Enfin, dernièrement, la crise diplomatique mondiale provoquée par la guerre en Ukraine a créé de nouvelles tensions et la Turquie a encore dégainé la carte de la neutralité pour justifier une position ambiguë. Dès le début, elle s'oppose à la participation de l'OTAN dans le conflit ukrainien et fait un temps obstruction à l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Elle refuse d'appliquer les sanctions imposées à sa voisine russe, avec laquelle elle intensifie les échanges commerciaux et militaires. Et en même temps, elle soutient l'Ukraine et lui fournit armes et logistique. Aujourd'hui, un nouveau pas est franchi avec l'adhésion aux BRICS qui suscite des réactions diverses du côté occidental. Certains y voient la perte d'un allié stratégique et s'inquiètent d'une éventuelle sortie de l'OTAN, pendant que d'autres estiment qu'il s'agit d'une occasion inespérée pour garder un œil sur les ambitions des nouvelles puissances émergentes. Peu importe ce qu'elle peut bien manigancer avec le camp adverse, la Turquie a déjà été propulsée au rang de médiateur dans le nouveau monde multipolaire qui est en train de se former. Rien que ça. Si sa demande était acceptée, elle deviendrait alors le seul pays de l'OTAN membre d'une organisation internationale non occidentale qui, de plus, est dirigée par le duo sino-russe, une position qui lui permettrait, selon Washington, de veiller à ce que le groupe non occidental ne se transforme en groupe anti-occidental. À première vue, on pourrait penser que le choix de la Turquie de se tourner vers l'Est est motivé par l'absence de résultats du côté de l'Europe. Et c'est vrai, mais pas seulement. Il y a aussi l'urgence. Le pays est en crise, je vous en parlais ici il y a quelques mois, et il a désespérément besoin d'argent. Il faut stabiliser l'économie en chute libre depuis 2013 et des prix qui ont été multipliés par 3 en 3 ans sans compensation salariale. Jusqu'au coup d'État de 2016, l'inflation turque oscillait entre 6 et 8% par an, mais depuis la pandémie et la chute de la livre turque, les prix se sont enflammés de 12,6% en 2021, de 72,3% en 2022 et encore de 50,6% en 2023. Jusqu'en juin 2023, le gouvernement a demandé à la Banque centrale turque de maintenir des taux bas pour ne pas pénaliser les marchés intérieurs. Mais la tournure des événements l'a finalement forcé à changer d'avis. En moins d'un an, les taux directeurs sont passés de 8 à 50%, avec une amélioration visible sur les prix qui n'augmentent plus que de 35% cette année, mais l'économie turque est loin d'être tirée d'affaire. Pour se remettre sur les rails de la croissance, la Turquie doit attirer plus d'investisseurs étrangers, autres que le FMI et la Banque mondiale, dont elle est devenue dépendante. Elle veut donc diversifier ses sources de financement. Voilà la raison officielle invoquée pour justifier les demandes en cours auprès des BRICS et de l'OCS. Selon les mots du président Erdogan lui-même, il n'y a pas à choisir entre l'OCS et l'Union européenne. La Turquie doit développer ses relations en même temps à l'ouest et à l'est. Et pour soutenir son dossier et être sûr qu'il sera sur le dessus de la pile, qui en compte plus de 50 cette année, la Turquie bénéficiera d'un soutien de poids, celui de Moscou, qui se félicite de l'avoir enfin s'intéresser au projet des BRICS. Les discours officiels sont donc clairs, il ne s'agit pas de tourner le dos à l'Europe et la Turquie n'a d'ailleurs pas annulé sa candidature. Il n'est pas question non plus de quitter l'OTAN, première alliance armée au monde, et comme il n'existe aucune procédure d'exclusion, personne ne peut mettre la Turquie dehors. L'objectif affiché est de maintenir une position non alignée le plus longtemps possible et de profiter de ce que l'Orient et l'Occident peuvent offrir pour ne plus dépendre ni de l'un ni de l'autre. Rejoindre les BRICS ou l'OCS va ouvrir l'accès à d'importantes sources de financement et à la nouvelle banque de développement capable de stabiliser l'économie affaiblie. Si sa candidature était acceptée, elle bénéficierait d'une coopération accrue avec des puissances émergentes comme la Chine et l'Inde et trouverait de nouveaux débouchés commerciaux. Mais si l'adhésion devrait encore renforcer son influence dans le nouvel ordre mondial, personne n'ignore qu'elle pourrait aussi compliquer ses relations déjà tendues avec l'OTAN et l'Union européenne. Quelle position la Turquie va-t-elle adopter dans les prochaines décisions liées au conflit israélien, alors que l'OTAN soutient Israël et que la Chine se rapproche des États arabes pour soutenir la Palestine? En rejoignant une coalition dirigée par la Chine et la Russie, qui s'étend jusqu'à l'Arabie saoudite et l'Iran, la Turquie prend le risque de s'isoler diplomatiquement et finalement de fragiliser sa position côté occidental. Mais voir la Turquie faire son entrée au sein des BRICS+, serait aussi synonyme de victoire pour la Chine. Avec elle, Pékin gagne un territoire stratégique situé tout au bout d'une de ces nouvelles routes de la soie qui traversent déjà l'Iran,
Occident et finit sa course à Istanbul. 2 autres de ces routes finissent elles aussi à la lisière de l'Europe, à Minsk, en Biélorussie. Mais pour s'offrir une vraie porte d'entrée, il faudrait maintenant qu'un pays de l'Union décide de faire pareil, comme la Bulgarie ou la Roumanie peut-être. Ça, par contre, ce serait un très mauvais signal pour l'OTAN, pour l'Europe et pour tout l'Occident. Évidemment, vous pouvez compter sur nous. On garde un œil fixé sur la suite et on se donne déjà rendez-vous après le prochain sommet de Kazan dans quelques semaines pour faire le point sur l'extension des BRICS. Pensez à vous abonner. D'ici là, si l'incertitude vous cause trop d'angoisse, achetez de l'or. Et ça tombe bien, on vous offre un e-book exclusif sur l'investissement dans l'or. Ce guide ultra complet est votre passeport pour prendre une longueur d'avance sur le marché en 2024. Le meilleur dans tout ça ? Il vous est offert gratuitement par notre partenaire XTB. Foncez en description pour le télécharger maintenant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.